Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. Nous sommes en compagnie de Stéphane Lebihan, commando marine, nageur de combat, comme vous le savez. C'est l'épisode 3.8, c'est l'épisode de l'après-septembre 2001. C'est le changement de paradigme, un nouveau type d'intervention, de nouveaux défis à relever. Et Stéphane va nous expliquer la préparation, l'appréhension, quant à ce nouveau défi, quant à ce nouveau terrain bien lointain, contre un ennemi qu'on connaît peu, et également les frustrations, celles de l'attente, des ordres qui se font attendre parfois, et puis finalement cette intervention qui a lieu, peut-être pas forcément au moment attendu, mais qui enfin a lieu dans des conditions d'ailleurs assez difficiles pour le premier détachement de plus de 100 commandos qui vont s'installer à la frontière avec le Pakistan, dans la région de Kandahar, à côté de Spin Boldak. Stéphane va nous expliquer, toujours avec son sourire, son éternel sourire, et qui traduit cette pudeur et cette confiance en soi face à la nouveauté, quant aux capacités d'adaptation. Il va nous expliquer, avec un côté un petit peu dérisoire, comment les soldats français adaptent le matériel, et il fera un clin d'œil ainsi à Mad Max, mais aussi au PX français, ou le PX à la française. Vous comprendrez un petit peu l'ironie qu'il y a de ces forces françaises qui sont constamment poussées à innover, à inventer, à être créatives, et c'est sans doute ce qui en fait une force. Stéphane nous explique les conditions d'un déploiement qui sont difficiles. On va comprendre que la menace est bien réelle. On entend ici l'engagement, l'envie de faire son métier en recherchant ce qu'il y a de plus dur. C'est lié aux unités d'élite. Les gens sont là pour ça. Ça fait partie de leur métier à part entière. Stéphane nous explique aussi que c'est une mission qui laisse des traces, à la fois parce qu'il se passe des choses sur le terrain, mais aussi parce que les conditions de sécurité et de sécurité de l'information sont telles que il y a un décalage qui se crée entre ce qu'on vit sur le terrain et ce qui se passe à la maison, sur ces aspects dont on parle peu habituellement. Je vous laisse écouter. Déjà c'est marqué par le 11 septembre 2001. Oui. Voilà. Donc ça remet beaucoup de choses en question pour tout le monde. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Ah bon, on dit là on est rentré dans autre chose là. Bon puis finalement ça change rien. Tout le monde croit qu'on va aller faire la guerre puis on la fait pas. Donc voilà, première déception. C'est donc mais ça change quand même 2-3 bricoles au quotidien. Qu'est-ce que ça change par exemple ? Alors ça change le fait que alors là dans les doutes là qu'on évoquait tout à l'heure, je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu des doutes. Il y a tous les étages de la hiérarchie, autant en groupe qu'au-dessus de nous, et il y a des gens qui se sont dit merde, on est peut-être pas prêts pour faire la vraie guerre, parce qu'à l'époque au moment où on sait pas si on va aller en Afghanistan ou pas, on sait pas quand on ira, on sait pas pourquoi faire. Mais en face, c'est pas attention, hein, c'est pas l'armée ukrainienne, c'est pas l'armée russe d'aujourd'hui, mais c'est quand même une armée qui dispose de chars, de blindés, de troupes, et donc là, quand on dit maintenant on va aller se friter contre ces gens-là, je pense que là il y a des gens qui ont eu des doutes. Ouais. Mais quand on se prépare, enfin voilà, je sais pas, ça m'a pas perturbé plus que ça. La peur, c'était de pas y aller. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Ouais, donc elle était légitime. Ouais. Parce qu'il y a eu effectivement plein de rounds de préparation, de grandes réunions, des unités du COS. Oui, beaucoup de caisses. Alors nous, les CTLO, on était exclus de ces choura là, parce que nous, on était d'alerte prise d'otage sur un navire, on était d'alerte nationale. Donc on nous a dit non, vous de toute façon vous n'irez pas en Afghanistan, vous attendez qu'on détourne un ferry. Alors c'était un peu frustrant quand même, surtout quand on voit tous les mecs qui partent à Kélus faire le grand raout des forces spéciales, qui débouchent sur rien, donc bon finalement on n'a pas raté grand chose. Mais ouais, le discours était frustrant quand même. Et cette frustration que toi tu ressens, j'imagine que tes hommes aussi. Tout le monde. Alors c'est pas mes hommes, hein, c'est les mecs du CTLO. Les hommes du CTLO, mais les hommes que tu diriges en tous les cas, et vis-à-vis duquel t'exerces une responsabilité. Ouais, et comment tu
alors que toi-même t'es un peu frustré par cette situation, comment est-ce que tu les réactives? C'est en leur disant Non, les gars, vous êtes d'alerte, c'est ça génial. ronchonne, mais non, mais forcément ça ronchonne et tout. Maintenant, tu rassembles les gars, tu dis bon, moi aussi ça me gave. Maintenant, on va faire ce sur quoi on a une influence, ce qu'on peut changer, et ce qu'on peut changer, c'est notre entraînement. La décision de nous dire vous partez pas, je sais même pas si elle est prise à Lorient ou à Paris, donc on n'a aucune influence dessus. Donc maintenant, on va bosser, on va s'entraîner, on va peut-être un peu changer, un peu durcir l'entraînement pour se préparer éventuellement à partir sur du plus lourd, sur du Taliban, mais du Taliban pas version défaite comme celle contre laquelle on a lutté après. Les talibans en version installée à Kaboul avec des chars et tout. Ouais, qui maîtrisent encore le pays. Voilà, qui maîtrisent encore le pays, qui ont des moyens lourds. Donc voilà, on va s'entraîner peut-être un peu plus durement. Et puis, Inch'Allah, on verra bien ce qui se passera. De toute façon, le reste, on ne maîtrise pas. Parce que... Mais donc, t'as changé l'entraînement quand même, en fait. Non, on révolutionne rien, mais on fait peut-être un petit peu plus de kaki que de bleu, quoi. Ouais, plus de terrain. On reprend les fusils d'assaut au 0,300 mètres, et puis on lâche un peu parce qu'à l'époque, on est équipé en 9 mm, là, avec les HK. On lâche un peu le HK 0,50 et on passe au fusil d'assaut au 0,300. Et on essaye de retrouver des réflexes et de la coordination là-dedans. Et est-ce que pas que les fusils d'assaut, hein, parce que contre les chars ça fait. Ouais, mais bon voilà, c'est l'image. Mais on revient vers un combat d'infanterie finalement peut-être plus classique quoi, en fait. Ouais. Sans honte. Et si on parle de rétex par exemple, lorsqu'on est nageur, il y a une chaque plongée est débriefée en fait. Ouais. Et donc il y a une habitude en fait de rétex en permanence, donc de brief, de débrief à chaud et aussi de rétex peut-être un peu plus à froid même. Ouais. Et cette culture, est-ce que c'est quelque chose que qui est par exemple lorsque tu es à Lorient en tant que chef d'escouade, est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué systématiquement ou c'est quelque chose que tu vas appliquer là-bas? Non, moi je révolutionne rien. Hein. C'est quelque chose qui est déjà appliqué. Après le problème, la cause de tout ça chez les nageurs, qui en sont sûrement à l'origine, on sait rien, c'est parce que sous l'eau on peut pas se parler. Donc quand on fout 10 mecs à l'eau sous l'eau qui doivent sortir au même moment dans des endroits différents, ben faut bien se briefer avant, faut bien préparer, et puis si ça a merdé, et il y a quand même l'entraînement c'est fait pour ça, faut que les choses merdent à l'entraînement, hein, sinon donc si ça merde pas à l'entraînement, c'est qu'on s'est pas mis en difficulté ou qu'on n'invente rien ou que voilà. Et si quand on est sur des mêmes procédures, ben, il faut débriefer parce que là, on n'a pas pu se parler pendant la plongée. Donc il faut bien se retrouver derrière pour que chacun dise ce qu'il a fait, voir comment ça a été, comment il l'a perçu, comment on peut améliorer ci et ça et ça. Ça peut être du matos, ça peut être de la procédure, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Donc ça c'est un truc qui est en tout cas tout à fait naturel et quotidien chez les nageurs et qui a moi quand j'arrive à Jaubert c'est déjà le cas. Enfin, les mecs ils planifient une mission, il a des briefs, ils ont pas attendu. C'est une procédure qui est établie. Oui, c'est établi. Ouais. Après bon peut-être qu'on l'a fait différemment, j'en sais rien, mais le principe est là quoi. C'est pas non. Et est-ce que on n'est pas des génies, hein. Non, mais est-ce que ces rétex, par exemple, est-ce que ils sont ok, ils servent au sein du groupe, est-ce que ils servent au sein du commando, est-ce que à partir de l'expérience, des erreurs, des apprentissages qui sont faits en exercice, en opération par un groupe, est-ce que ça sert ensuite à l'évolution du commando? Est-ce que ça sert à l'évolution des commandos d'une manière générale? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a une organisation qui permet de dépasser juste le stade du groupe qui, lui, a fait son rétex à son niveau, pour peut-être le tirer et l'étendre à d'autres entités? Alors, dans le principe, ça reste interne au groupe. Parce qu'en fait, alors déjà là, je parle de tout ce qui est CTLO, B, enfin, Uber, etc. Parce qu'en fait, on est très jaloux de notre savoir-faire et on n'a pas envie de le diffuser à tout le monde. Voilà, ce qui est très con. Mais c'est comme ça. Là, on parle bien des opérateurs eux-mêmes. Au sein même d'une même unité, quoi. Oui. On parle pas de la concurrence qu'il peut y avoir entre certaines unités du COS, par exemple, entre les terriens, les marins, etc. Voilà, là, c'est même entre marins. Il n'y a pas de concurrence, les marins sont au-dessus, il n'y a pas de concurrence. Le fait établi, là. Non, on parle même au sein des commandos. À l'époque, en tout cas, quand je suis au CTLO, on débriefe en interne, et c'est vrai, on ne fait pas profiter de nos rétex les gens des autres groupes. Et moi, quand je suis en groupe, je vais pas voir le CTLO pour avoir ses rétex. Voilà. Parce que c'est pas la culture du moment. Alors je sais pas comment c'est maintenant. Hein. Moi, encore une fois, là on parle de 2000, hein. Ça a un temps. Hein. Ouais, bien sûr, mais en tout cas, c'était un fait à l'époque. Et puis on sait pas très bien qui se positionne sur quoi en fait.
Le CTLO, c'est un métier particulier. C'est de la contre-terrorisme et libération d'otages. C'est-à-dire qu'on va lutter contre les terroristes, donc on est équipé pour ça. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre du plan Commando 2001. Aujourd'hui, on prend un groupe CTLO et un groupe d'action spéciale, un GAS, donc une ancienne escouade, ce qu'on veut, ils sont équipés à peu près pareil. On verra pas la différence. Hein. Si on met les deux groupes côte à côte, on verra pas la différence. Hein. À l'époque, on la voit clairement. Hein. Déjà, il n'y a pas de gilet pare-balles dans les groupes. Il n'y a pas de gilet pare-balles, il y a pas de, enfin, il y a plein de choses qui font que on distingue les gens. Et donc, à quoi leur servirait un rétex sur le gilet pare-balles, un rétex sur le bouclier, un rétex sur les lasers sur les armes? On est les seuls, il y en a pas. Donc ça sert à rien en fait. Et donc il y a eu une évolution majeure quand même qui s'est faite. Alors pour le coup, peut-être qu'il n'y avait pas de rétex entre les groupes au sein d'une même unité, mais il n'y a pas d'intervention, ce qui est un peu frustrant pour tout le monde en 2001, au moment où finalement on a l'impression que le monde bascule, que tout est en train de changer. Mais en 2003, il y a les premières projections qui vont se faire en Afghanistan. Et là, il y a de très grandes évolutions qui vont se faire sur tous les plans, quoi, du matériel, donc des choses qui sont visibles, mais peut-être aussi dans l'entraînement. J'imagine que là, il y a un rétex quand même qui a commencé à se faire. Non, mais en fait, là, on commence à percevoir le fait que on peut être confronté à des opérations dans la durée. Il n'y avait pas, enfin, Arès, c'est le premier détachement des forces spéciales à Spinboldac. Moi, j'étais dans la charrette. On pense qu'on fera Arès et qu'on va démonter. Enfin, nous, à notre niveau. On pense pas que ça va aller jusqu'à Arès 12, 13, 14, 15, j'en sais rien, donc ça va durer pendant 3-4 ans. Parce qu'une opération qui a duré 3-4 ans, ça n'existe pas. Jusque-là. C'est des opérations ponctuelles, c'est des évacuations de ressortissants. On avait fait Brazzaville en 97, on a fait, voilà, c'est des opérations. Mais il n'y a pas de truc qui s'inscrivent dans la durée comme ça. À part Djibouti, qui est un centre d'entraînement, où les mecs tournent tous les 6 mois. Une opération sur laquelle on tourne pendant des années, tous les 6 mois, ça n'existe pas. Mais Djibouti, de toute façon, c'est incomparable. Enfin, non, ça n'a rien à voir. Donc, il n'y a pas le seul déplacement sur lequel les mecs peuvent se projeter, au Congo, c'est Djibouti. Ils savent que ça va tourner régulièrement. Et l'Afghan, c'est le début des opérations récurrentes qui durent dans le temps. Voilà. Donc là, on sent que ça va durer un peu, et donc il va falloir s'adapter. Et puis on arrive. Je reviens un peu en arrière. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle. Je disais le mot force spéciale, c'était sale. On pouvait pas l'utiliser dans les années 80. On n'avait pas le droit. C'était sale, c'était moche. Moi, je vois arriver les premiers étracos quand j'arrive à Hubert. Les embarcations très rapides, avec lesquelles on va pouvoir faire de la sommaire sur des gros bateaux qui vont vite, machin. Donc c'est des trucs avec des moteurs de 200 chevaux qui filent à 50 nœuds. Bon, ça arrive, personne ne sait s'en servir de ce truc-là. Donc nous, on arrive, on met en place des procédures. Si l'embarcation se retourne, le gars, il va se noyer. Des mecs qui avaient jamais mis le cul sur un étraco. Et la première fois, donc les étracos, ils arrivent vers 96, on va dire. Et la première fois qu'on arrive à faire un assommaire dans le cadre d'un exercice national, c'est 98 ou 99. Il se passe 3 ou 4 ans, pendant lesquels ils étaient déployés, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à monter à bord d'un bateau. Et ça, honneur soit rendu au CTLO de l'époque, parce que ceux qui sont tapés tous les exercices nationaux pendant 3-4 ans à faire demi-tour au cul de la Suisse, pas arriver à monter, etc., qu'on redit toutes les procédures, donc les CTLO de Lorient, le CMC de Lorient, avant Commando 2000. Voilà. Et moi, l'année où ça franchit, moi, j'ai pris chef de groupe à Hubert, et je suis dans un des étracos, on met un groupe d'Hubert, donc c'est mon groupe qui y va, donc les deux CTLO mettent en place les franchissements, franchissent, et nous on suit derrière. Le rétex de cette manip-là, c'est quoi? On n'a pas de combinaison étanche. Donc on fait ça avec des tenues de franchissement, qui sont inadaptées, qui n'ont pas notamment de braguettes. Alors ça peut paraître con, mais quand on fait en février au large de Saint-Malo, il fait froid, on se tape 5-6 heures de raid, on est gelé, et après il faut monter une échelle spéléo de 12 mètres, et on arrête de boire à 17 heures, parce qu'on sait qu'après, à 19 heures, on va mettre la combinaison, on ne pourra plus pisser. Donc on n'a pas donc on arrête de boire, et après on se tape le pont machine du ferry, donc en investigation, donc un pont dans lequel il fait 40 degrés. Moi, sur 6 mecs, j'ai 2 ou 3 coups de chaleur. Les mecs qui sont inaptes. Bon. Donc il faut du matériel adapté. Donc on n'a pas de matériel adapté. On n'a pas de matériel de sécurité. Donc après 5 heures de raid, en plus cette nuit-là, il y avait mer 5, de face. Le commandement avait parié avec le chef de dispositif nautique que ça passerait pas. Donc au moment où on part, les mecs ils parient le champagne qu'on passera pas. Et au moment où on envoie le message aux mecs qui sont dans les hélicos qui doivent donner l'assaut, qu'on est sur le bateau, qu'on a pris la passerelle, les mecs s'en foutent. Merde, putain, on a perdu notre pari. Donc c'était un moment vraiment chaud. Hein.
Et donc, au retour de ça, on fait un rétex, et je me souviens à l'époque, le Pacha d'Hubert, suite à notre rétex, envoie une demande à Lorient, définissant un kit d'assaut mer, qui regroupe par opérateur, donc il en demande une vingtaine, une tenue étanche, une Mae West, une radio étanche. Bon, il demande ça. Réponse de Lorient, non, c'est pas la priorité. Donc on continuera à faire de l'assaut mer, sans Mae West, pendant encore 2-3 ans, avant qu'elles arrivent. Chose qui aujourd'hui est complètement inimaginable. Tu vois. Et donc les forces spéciales, ça a évolué comme ça tranquillement. Et donc c'est sûr que quand on arrive, qu'on est l'héritier de tout ça, on arrive, on a une Mae West, on a machin, on a des étrapes qui marchent, des procédures qui marchent, etc., etc. On dit ouais, ok, tout va bien. Ouais, mais non, en fait, tout ça, ça s'est construit avec en prenant certains risques, certains risques et physiques et pour la carrière parfois. Sur le premier arrêt, donc la première mission en Afghanistan. Ouais. Par exemple, en termes de protection balistique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors nous, on arrive avec des VLRA et des P4, tout le détachement en COS. Des véhicules à roues. Voilà. Donc des véhicules à roues, qui sont flambant neufs, ils sont bien peints et tout, il n'y a pas de souci. Et ils sont complètement inadaptés, donc on va les quitter, on va les Mad Maxer, et donc on va au PX français. Alors faut savoir que sur les bases américaines, on est à Kandahar, on est proche à Kandahar, et finalement on rejoindra Spin Boldak que petit à petit, l'ensemble du détachement n'y sera qu'au bout de plusieurs mois. Parce que sur Spin Boldak, on remplace une équipe de 12 Américains. Donc on n'envoie pas 120 mecs là où on en logeait 12 comme ça. Donc ça se fait progressivement. Et donc pendant ce temps-là, les gens sont logés à Kandahar, et puis ils arrivent progressivement sur Spin. Et au fur et à mesure que ça arrive, ça part en opération. Et donc sur les bases américaines, il y a des PX. Les PX, c'est des magasins détaxés, dans lesquels on trouve de tout, du North Face, des produits de beauté, des fringues civiles, des produits de guerriers, enfin tout. Et donc nous, à Kandahar, on va au PX français. Bon, pas de français, on est seul. Le PX français, c'est la déchetterie. C'est la décharge. Voilà, c'est ça. C'est le PX français. Et pour tous ceux qui ont fait Ares, s'en souviendront, c'est le PX français. Donc on customise nos camions en allant chercher des bouts de ferraille, des morceaux, beaucoup de bastion wall qui vont servir pour faire des panières à l'extérieur des camions et tout. Donc on va au PX français, voilà. C'est ça les forces spéciales qui débarquent en Afghanistan. Donc, ça fait rire un peu tout le monde sur base, mais finalement ça sera pas mal. Et forcément, quelques années après, la DGA nous sortira des panières à 100 000 € pièces. Voilà. Mais voilà. Et pour ce qui est des protections balistiques, alors pas cette fois-là. Alors il y a MAM qui vient nous voir, Michel Alomari, qui est ministre de la Défense, qui fait une très forte impression sur les Américains. Parce qu'il y a tempête de sable, elle pose à Kandahar, elle doit venir à Spin, il y a tempête de sable, et du coup, les Américains disent non, l'hélico peut pas décoller. Elle dit, je m'en fous, je suis venu pour voir mes forces spéciales, je les verrai, organisez-moi un convoi terrestre. Et là, les Américains disent, non, c'est pas possible, on met pas le ministre, à l'époque, c'est Rumsfeld, leur ministre, on met pas une ministre de la Défense dans un convoi, sur la Highway 4, alors qu'il y a des IED, machin, et tout. Elle me dit, non, je m'en fous, vous organisez un convoi, et vous m'amenez à Spin. Et donc, elle arrive à Spin en convoi, et tous les ricains, la section de ricains qui a fait l'escorte, ils ont aucune envie, ils descendent tous et ils veulent tous la photo avec Mam. Donc, on a fait une photo de groupe avec son escorte, et les mecs, après, nous on n'a pas accès à Mam pendant tout son séjour, donc il y a des moments où on a des briefs avec les chefs et tout, nous on n'est pas là. Et par contre, son escorte reste là, et les mecs, ils en ont que pour Mam. Pour eux, c'est le top du chef. Ça doit être une femme, une française, ce qu'on veut. C'est le top mais vraiment, les mecs sont bluffés par son attention. Et donc elle vient avec le chef d'état-major de l'armée. Et alors je sais plus si c'est cette fois-là ou la deuxième fois que j'y suis retourné, en 2006, où on a toujours... Non, c'était en 2006. En 2006, à l'entrée du camp, il y a pas mal de carcasses de véhicules qui ont pété sur des IED, des carcasses de P4, de VLRA et tout. Et là, on nous explique benoîtement, donc le chef d'état-major des armées, nous explique benoîtement, on lui explique que ce serait bien qu'on ait des véhicules blindés. Alors on n'a toujours pas de protection balistique. Juste une question, les véhicules qui sont à l'entrée du camp, qui ont explosé, ils ont explosé à l'entrée du camp ou... Non, c'est des trucs qui ont été évacués de la route. D'accord, on les a ramenés. Ah oui, on laisse pas une carcasse. Il y a un garage Mad Max à l'entrée, quoi. Ouais, il y a une décharge, quoi, avec les bagnoles qui ont pété, donc il y a, je sais plus, 6-7 bagnoles. Bon, puis en plus, je pense que c'est pas mis là par hasard, quoi, ça permet de donner le ton aux mecs qui arrivent. Et donc, on nous explique que, attention, d'ailleurs, je viens d'en discuter avec les Américains, ils vous envient. Ils vous envient. Parce que vous, quand vous pétez sur un IED, vous êtes éjecté de la voiture. Donc vous avez moins de casse, parce que eux, dans leur véhicule blindé, ils sont blastés. Donc ils ont plus de casse. Donc les Américains vous envient.
Bon, ils ont jamais acheté de VLR et de P4, mais ils nous envient sur le... Donc voilà, le genre de discours qu'on tient, et voilà. Il y a pas de protection balistique, il y a pas de, voilà. Alors après, ça viendra, les véhicules blindés arriveront, les brouilleurs arriveront, en 2006, là. Pour les explosifs qui sont, pour les IED, ouais. Ça arrivera, mais ça arrivera petit à petit, et puis en attendant, on raconte des cloches, bon voilà, faut noyer le poisson, bon, personne n'est dupe, hein. En plus, le chef d'état-major des armées, il est très sympa, à cette époque-là, on boit une bière, on passe à autre chose, et puis ralasse, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire, alors. Donc là, sur cette mission, je pars pas de vue, hein, qu'on essaie de suivre un petit peu le déroulé de ta carrière, mais c'est vrai que cette mission, elle est quand même très emblématique. Elle correspond à ce changement un peu d'époque dont on parlait tout à l'heure. Maturation du COS, tout ça, c'est ce qui se dit maintenant, avec le recul. Et est-ce que tu en as conscience, d'ailleurs, sur le moment, qu'il se passe quelque chose au sein du COS? Le monde géopolitiquement a changé, mais est-ce que... Non, on le perçoit pas, parce que déjà, sur le premier détachement, on le perçoit pas. Parce qu'on s'est déjà retrouvé, on sait pas que ça va durer longtemps. On s'est déjà retrouvé avec des gars du premier, des autres du CP10, etc. Parce qu'on s'y est retrouvé en Bosnie, etc. On a déjà bossé ensemble. Donc c'est pas le sujet. On sait pas que ça va durer. Et puis, pour nous, il se trouve que le chef, c'est un marin. Donc c'est on est entre marins, enfin tu vois, il y a pas de non, on sent pas tout ça. On sent qu'on est un peu léger quand même. Hein. Et puis ça va évoluer, mais tout va évoluer au fil du temps. C'est une mission de 6 mois? C'est une mission, un peu moins, 5 mois et demi, entre 5 et 6 mois. Et donc pendant laquelle tu parlais tout à l'heure de TIC, donc de Trooping Contact. Ouais. Nous on n'a pas eu de TIC. Vous n'avez pas eu de TIC? Non, aucun TIC. Et on passe, le chef veut que 80% des mecs soient dehors à H24. Donc moi, le plus longtemps que j'ai fait à ce moment-là dehors, c'était 3 ou 4 semaines. En patrouille motorisée pédestre. Donc on part pour longtemps, hein. On part pas pour une mission d'un jour ou deux. Quand on part, c'est pour au moins 10-15 jours. Et puis soit à pied, soit en véhicule, soit moitié-moitié. Et voilà. Et on patrouille, on cherche l'ennemi, on ne trouve pas. De toute façon, c'est une zone de passage. Après, il y aura quelques tics sur Arès, il y aura quelques morts, il y aura beaucoup plus d'IED et de voitures suicides que de morts en tic. Et du coup, on pourrait dire rétrospectivement que finalement, c'était pas très risqué. Après, on a remplacé, donc moi j'y retourne en 2006, et le mandat qui suit le mien, donc là en 2006, c'est la mort de Lepage, qui est pas dans mon groupe, hein. Je suis la tête d'un groupe d'Hubert à l'époque, je suis pas que je connais bien puisque je l'ai eu à Jobert comme radio. Et donc c'est pas le premier mort au combat sur Arès, mais il y en a pas eu excessivement non plus. Et le détachement qui nous relève démonte pour monter dans le nord là, je sais plus où. Bon bref, on démonte Spinboldak et on est remplacé à Spinboldak par des Canadiens. C'est à Jalalabad. Voilà, Jalalabad. Ouais. On est remplacé par des Canadiens au printemps, et les Canadiens à la fin de l'été, ils auront eu 9 morts. Comment t'expliques ça? C'est eux qui sont moins bons? Ils n'ont pas utilisé les mêmes méthodes peut-être. Ils étaient, je pense, moi j'étais parti, donc, mais je pense qu'ils étaient plus sur le format américain, c'est-à-dire on sort, on tape, on rentre, et puis s'il n'y a pas à taper, on sort pas. Nous, encore une fois, pas 80% tout le long, mais en tout cas sur le premier mandat, c'est 80% du détachement H24 dehors. Et après, on avait tout le temps au moins 50% des mecs dehors. Donc ça occupe le terrain. Ça occupe le terrain, c'est chiant, ils savent jamais où on va sortir, machin. Ils nous voient venir, hein, attention, une colonne de camions, enfin 4-5 camions, ça se voit de loin. Mais voilà, ils savent jamais. Ça entrave un petit peu en fait. Ouais, je pense que ça a entravé et qu'on était peut-être un peu moins prévisible, un peu moins lourd, je sais pas, parce qu'on a été remplacé par des mecs de la régulière, hein, des Canadiens. Mais en tout cas, au bilan, nous on a je sais pas combien, quelques morts, pas beaucoup, de 2003 à 2007. Et les Canadiens, en un été, ils ont 9 morts, quoi. Donc ça veut dire que la zone 1 elle était pas safe, et 2 finalement c'est pas si mal démerdé que ça. Ouais, c'était pas juste ni la chance, ni l'inactivité. Il y a toujours de la chance, mais non, l'inactivité non, ça sortait. mais même l'inactivité adverse. Adverse, ouais, non. Et on dit des fois que c'est entraînement difficile, guerre facile. Ouais. Est-ce que l'entraînement était justement au niveau pour faire ce genre d'opération sur tout point de vue, quoi, de l'exigence de l'opérateur jusqu'à la coordination des opérations? Oui, alors après on était léger en équipement, et l'équipement ça impacte l'intégration. On était incapable sur le premier détachement.
si on a 2 radios qui permettent de discuter sur l'ensemble du détachement, si on a 3 ou 4 mecs qui sont capables de discuter avec des avions, c'est le bout du monde. Ouais. Parce qu'on n'a pas les radios, parce que les mecs sont pas formés, parce que... Alors que c'est capital. Alors que c'est capital, oui, aujourd'hui c'est capital, mais à l'époque, voilà. Donc il y a quand même des limites du fait que l'équipement est pas là. Mais sinon, dans l'entraînement, il n'y a pas de grande révolution. Bon, il faut un peu plus travailler la coordination véhicule pédestre, mais c'est pas... Et est-ce que tu disais qu'il y avait eu finalement peu de morts, il y en a eu malheureusement, mais avec ce que tu racontais sur les Canadiens qui prennent, on se rend compte effectivement que finalement le détachement français sur la durée a eu relativement peu de morts. Ouais. Est-ce que au cours de ta carrière, tu as vu des morts en entraînement par exemple en fait, ou en entraînement, on a eu plein à Hubert. Moi, à Hubert, on a perdu en entraînement en parachute et en plongée. Ah ouais, on en a eu dans les années 90 là. On en a eu. Si, il y en a eu. Ouais. Mais pas là où on pense, hein, pas en champ de tir ou quoi. Il y a eu quelques blessés sur des exercices de tir, mais pas de morts à ma connaissance. Non, les morts c'était principalement paraplonge. Ouais. Et comment ça se passe au sein d'une escouade, au sein d'un groupe, quand il y a ce genre d'accident en fait, ça plombe complètement Non, elle chaud pas de toute façon. Et non, ça, il y en a qui sont en fonction du gars à qui ça arrive, ça touche plus ou moins les gens. Et puis après, voilà, on essaye d'être à la hauteur. Puis très rapidement, la vie reprend son cours. Et c'est tant mieux. Et de toute façon, c'est un train qui va vite. Hein. C'est un train qui va vite. Hein. Les forces spéciales en général, et Hubert en particulier, parce que c'est le sujet que je connais, c'est un train qui va très vite. On va pas s'attarder là-dessus. Et après, il y a eu alors du coup, quand il y a eu les 2 morts là, de Pierrepont et Bertoncello, moi j'étais déjà civil, j'ai suivi ça de loin parce qu'il faut pas emmerder les gens, mais bon, je connaissais les gens qui étaient en charge de préparer, enfin de soutenir les familles et tout. Ça a été fait, je pense, assez bien. C'est-à-dire qu'il y avait un détachement qui était à Djibouti, ils ont fait rentrer tous les mecs de Djibouti pour qu'ils puissent accompagner les familles de la date de décès jusqu'aux invalides, machin, et après et tout. Il y a toujours eu des mecs des groupes qui accompagnaient les familles, quelles qu'elles soient, hein, donc, père, mère, frère, sœur, machin et tout. Il y avait toujours des gens d'Hubert qui étaient là pour les soutenir, pour les accompagner. Je trouve que ça a été très bien fait. Mais c'était des morts au combat. C'était les premiers morts au combat d'Hubert. Hubert n'avait jamais perdu de mec des morts au combat. Entraînement finalement. On a eu des morts pour la France, oui, c'est-à-dire à l'entraînement, mais jamais de morts au combat. On revient un petit peu au déroulé. Donc suite à ton affectation en tant que chef de groupe au CTLO à Jaubert, là tu reviens je reviens à Hubert comme chef de groupe au B. Retour à la maison. Tu connais bien. Ouais. Et ça c'est classique ça comme schéma, c'est-à-dire qu'une fois Ouais, qu'on est passé par le B, on reste dans le B. Ouais, alors sur les 2 premières affectations, oui. De BAT et de chef de groupe, oui. On revient dans son groupe. Après, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a qu'un seul chef de mission commando. Et puis les envies de chacun ont peut évoluer. Mais ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc là, on est... c'est donc quelle année, rappelle-moi? Donc ça fait 2001, 2002 à 2005. 2002-2005. Ouais, non, 2004, pardon. 2002-2004. Donc c'est la période pendant laquelle tu pars donc sur le premier ARES, la première en mission 2003, en Afghanistan. Ouais. Il y a d'autres opérations à ce moment-là en fait qui se font. Bah ouais, 2000. Non. Ouais, il y en a peut-être une ou deux, je sais plus. Enfin. Avant, il n'y a pas. Honnêtement, je sais. Non, ça m'a pas marqué en tout cas. D'accord. Non. Et est-ce qu'il y a des choses à part ARES dont tu te souviens qui te reviennent sur cette affectation-là? Ouais. Ou même avec ARES d'ailleurs, finalement ça les souvient. Non, bah ARES c'était bien, c'était beaucoup de patrouilles, bien rustique, sympa. Est-ce qu'il y a des moments où sur une période comme ça où on est en opération beaucoup sur le terrain comme tu dis, en plus là pour le coup c'est il y a un vrai ennemi,
Est-ce qu'il y a des moments de tension au sein du groupe particulier ou avec la hiérarchie aussi qui est particulier Non, des tensions, non. Après, c'est plutôt la guéguerre interarmes tradie, quoi. Il y a une sorte de concurrence avec le premier pays, par exemple. De toute façon, les uniformes, ils ont des boutons différents. Dès qu'il y a des boutons, il y a une guerre des boutons, quoi. Donc voilà, ça c'est tradit. C'est pas propre à l'Afghanistan, quoi. Non, le truc qui était vraiment particulier, c'est la première fois qu'on part sous pseudo. Ça c'est pareil, c'était un gros truc de mytho, ça. Dans les commandos, il n'y avait pas de pseudo, c'était les mythos qui avaient des pseudos. Donc c'est la première fois qu'on part sous pseudo. Alors normalement, on doit rien dire à nos familles, on doit pas dire où on est. On doit dire qu'on est parti en Afrique. Nos familles qui ont l'habitude qu'on soit en Afrique. Donc là, on part sous pseudo, et il faut nous écrire, on n'a pas le droit de téléphoner. Donc là, on passe 6 mois sans téléphoner. On n'a pas le droit de... moi je me le suis appliqué en tout cas. On peut écrire un mail de, je sais pas, de quelques lignes. 2 kilos qui sera lu. Pas systématiquement, mais les mails sont lus. Aller et retour. Quand tu dis qu'ils sont lus, c'est-à-dire, enfin, ils sont lus on les met par sur la censure, entre guillemets. Oui, on les met sur une disquette, et le site qui envoie les mails a autorité pour lire les mails qu'il veut. Et s'assurer qu'il n'y ait rien de... Qu'il n'y ait rien, bon, donc forcément ça dévoiler, reste très très évasif, le mail. Même sur la vie perso, on va pas commencer à raconter des conneries. Et on nous écrit sous double enveloppe. Donc la première enveloppe, elle est au nom du détachement, enfin pas du détachement, mais une boîte postale. Et dans cette enveloppe, qui arrive à la boîte postale, donc le webmestre il craque la première enveloppe, il enlève, et la deuxième enveloppe elle est au nom de ton pseudo, machin. Et donc tout ce cirque-là est mis en place en expliquant à nos familles que on part en Afrique comme d'hab. Bon, faut pas prendre les familles pour des abrutis en fait. Donc forcément très rapidement, moi je vais même pas jouer, j'ai dit à ma femme que je partais en Afghanistan, que j'allais faire de la formation. Moi j'ai passé ma carrière à faire de la formation. Bon, toute ma vie j'ai fait de la formation, j'ai jamais été au combat, j'ai fait que de la formation. Pour mes proches. Donc, voilà. J'ai formé des Africains, j'ai formé au Liban, j'ai formé en Afghanistan. J'ai fait que de la formation, je suis jamais sorti d'un camp, j'ai fait que de la formation, que de l'école. Ça simplifie les choses. Et donc, et si le truc c'est que il semble, enfin c'est ce que m'a dit ma femme quand je suis rentré, mon fils au bout de 5-6 semaines, il a décidé que j'étais mort. Donc mon fils à l'époque il a 9 ans, voilà. Mon fils est né. Et comme j'écris pas, que je téléphone pas, enfin que j'écris pas, si j'écris, mais bon, quand on est dehors 80% du temps, c'est une lettre par mois, quoi. Et comme je téléphone pas, moi je m'efforçais de téléphoner au moins à peu près toutes les 3 semaines quand j'étais en opération, une fois toutes les 3 semaines. Là je téléphone pas, et en fait au bout d'un mois et demi il a dit à ma mère que à sa mère pardon que j'étais mort, et elle lui a dit mais non, elle a dit ouais c'est bon, c'est des fausses lettres machin et tout, et il l'a cru jusqu'au moment où je suis rentré. Donc le gamin il s'est quand même construit pendant 3-4 mois en pensant que son père était mort et qu'on lui cachait la vérité. C'est un peu con, mais voilà, c'était les conditions du moment, quoi. Ça, par exemple, c'est un truc sur lequel on t'a interrogé lorsque t'es rentré. C'est quelque chose qui a été pris en compte pour les fois suivantes ou pas en fait Non. Alors déjà, il n'y avait pas toutes les histoires de psy et tout ça. Hein. Ce qui va pas manquer d'ailleurs. Mais non. Et puis c'est la première fois que je l'évoque d'ailleurs. C'est le privé, ça. Oui. On parle pas du privé. Enfin, à cette époque-là, on parle pas du privé. Bah là, la CECOP c'était un peu poussé à l'extrême, surtout les conditions du moment.